Les libraires vous connaissent bien, Thibaut, et vous avez déjà de nombreux livres à votre actif. La Grâce, Anna l'a rappelé tout à l'heure, qui a été un très joli succès. Et si je cite volontairement ce titre-là, c'est que vous étiez très présent dans cet ouvrage. Et voici donc votre actualité. Ça s'appelle joliment, sobrement et simplement Cœur. Et vous allez nous parler de ce livre. D'ailleurs, je précise que roman n'est pas stipulé sur la couverture, parce qu'effectivement, c'est de vous dont vous allez nous parler, c'est de votre père dont vous allez nous parler, c'est même de votre grand-père et de votre arrière-grand-père. Je plante simplement le décor et je vous laisse la parole. Votre père n'est pas très en forme, est alité, et vous demande de travailler sur un ancêtre de la famille, le colonel Tassin de Montaigu, qui est un peu considéré comme la figure, le héros de la famille, mais ça ne va pas être aussi simple que cela. Comment naît l'idée de ce livre et pourquoi l'envie de nous raconter ce passage familial ? Alors, tout commence il y a 4 ans, quand mon père, qui avait déjà plus de 80 ans, donc qui était assez diminué, comme vous l'avez dit, qui avait perdu la vue, qui habitait dans un tout petit studio qu'on lui louait avec mon frère, et qui avait vraiment plus rien, m'a donné le dernier objet de valeur qu'il possédait vraiment, et qui était sa chevalière. Et il me dit, tu sais, c'est un miracle si on l'a conservée dans la famille, parce qu'elle appartenait à ton arrière-grand-père, donc Louis, qui est mort dans une charge de cavalerie au premier jour de 14. C'est un véritable héros, c'est la dernière charge de l'histoire de France. Donc, j'aimerais beaucoup que tu écrives sur lui. Et alors moi, au début, très honnêtement, j'avais aucune envie de le faire, d'abord parce que je n'y connaissais absolument rien. Vous connaissiez déjà un peu cette légende familiale ou ça a été une révélation ? Vaguement, il m'avait parlé vaguement de ce Louis qui était capitaine au hussard, qui était mort en 14, mais si vous voulez, c'était il y a plus de 100 ans. Donc pour moi, ma génération, c'était quelque chose de très ancien. Mais lui a continué à insister, à m'envoyer des documents, jusqu'à ce que je comprenne un beau jour qu'en effet, cette charge était un acte absolument inouï, suicidaire d'une certaine façon, et qui se cachait un mystère derrière, en fait. Vous allez donc avoir à démêler les chevaux d'un secret de famille, en quelque sorte, parce que c'est bien comme cela que ça va se passer. Et on a même un peu l'impression que votre père n'a pas forcément envie de vous donner lui-même les éléments dont il dispose, comme s'il vouliez que vous partiez vous-même à la quête de cette histoire. Oui, alors il faut dire que lui était quand même dans cette situation critique, donc encore une fois, il était non-voyant, il n'avait rien, donc il était bloqué toute sa journée dans sa chambre, à écouter la radio, à regarder dans le vague, donc c'était vraiment à moi d'aller chercher, d'aller enquêter. C'est un peu comme dans toutes les familles, si vous voulez, quand on commence un peu à chercher, on trouve des documents dans des cartons, des vieilles malles, des lettres à l'écriture illisible, des photographies en noir et blanc. Et puis un beau jour, je trouve aux archives militaires de Vincennes le dossier de ce fameux Louis, et je découvre que 3 ans avant la guerre, il a quitté du jour au lendemain l'armée sans raison. Et il l'a réintégré en catastrophe quelques semaines seulement avant le conflit. Et cet homme qui, dans les rapports, était décrit comme un officier émérite, qui montait merveilleusement bien à cheval, qui était promis à un grand avenir, 3 ans plus tard, apparaît comme un homme vieilli, usé, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Et là, je comprends que quelque chose de grave s'est passé et qu'il me faut désormais essayer de comprendre ce qui s'est passé durant ces 3 ans où il a disparu de sa propre vie, en fait. Ce qui veut dire que la toile de la légende familiale va s'effilocher. Vous parliez tout à l'heure de cette charge quasi suicidaire en 14, puisque ce sont les derniers faits de la grande cavalerie française. Et puis vous découvrez finalement que la vie de Louis ne tenait qu'à un fil, que rien n'était simple dans son parcours, et de militaire, et d'homme à titre personnel. Tout à fait. Je vais continuer à découvrir finalement donc toute la vie de ce Louis et aussi de sa femme Marie, en fait, mon arrière-grand-mère. Qui est un personnage important dans le roman. Qui est un personnage discret, très important présente. que je vais découvrir. C'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, quand on part à la recherche de ses ancêtres, on trouve des choses tout à fait étonnantes. Et donc, Marie, je vais la découvrir à travers des articles de presse, notamment, à travers des photographies en noir et blanc et surtout sa correspondance après la mort de Louis. Et là, il faut imaginer évidemment la tragédie qu'a vécue cette femme, qui était une jeune fille en fleurs, tout à fait proustienne, amoureuse de son beau hussard, et qui, du jour au lendemain, va se retrouver une veuve de guerre, habillée en grand deuil, avec 4 enfants en bas âge à charge, et elle doit se débrouiller toute seule pour survivre dès les premiers jours de 14. Et comme de très nombreuses femmes, en fait, qui ont tenu à bout de bras
la France durant le conflit, parce que les hommes étaient au front ou déjà sous terre, malheureusement. Elle va se révéler, elle, la véritable héroïne, à tel point que pendant le conflit, elle va partir avec 2 de ses enfants dans l'hôpital de campagne où Louis est décédé pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Elle va se muer elle-même en enquêtrice. On va se rendre compte aussi, et c'est ce que vous allez découvrir lors de votre enquête, que c'est en quelque sorte un peu grandeur et décadence d'une famille de l'aristocratie française. Alors il y a le conflit mondial, et puis après il y a des choix financiers qui ne sont peut-être pas les bons, mais c'est une histoire de famille comme il y en a eu d'autres à cette période-là. Et d'ailleurs il y a 2 lectures de votre roman, parce qu'il y a ce héros familial dont la légende finalement s'effrite, et puis en parallèle il y a le lien que vous allez avoir avec votre père pendant toute cette période de recherche et d'écriture, puisque au cours du récit, puisque c'est un récit, on fait des allers-retours entre les différentes époques. Et en découvrant votre arrière-grand-père, vous allez aussi découvrir en quelque sorte votre père. Tout à fait, tout à fait. Et à partir du moment en fait, où je commence à décider d'écrire ce livre pour mon père, s'engage une course contre la montre, parce que je ne sais pas, vu son état qui se dégrade peu à peu, si lui-même va pouvoir découvrir enfin la vérité et s'il va pouvoir, si je vais pouvoir lui donner ce livre. Et ce qui est étonnant, c'est que plus j'avance dans mon enquête, plus je me rends compte que je suis en effet en train d'écrire sur mon père. Et que beaucoup de choses qui sont arrivées à Louis sont arrivées à mon père, mais sont également arrivées à beaucoup de membres de ma famille paternelle à travers les âges et à travers les générations, comme s'il y avait une même malédiction qui se répétait encore et encore. Et c'est pour ça que ce livre, au-delà de l'enquête sur le secret de famille, au-delà de cette course-poursuite pour l'écrire, raconte ce que peut-être dans toutes nos familles à tous, le poids de la mémoire transgénérationnelle. Car au fond, sans le savoir, souvent, on obéit à des loyautés invisibles, on reproduit des schémas, on reprend des rôles qui étaient ceux de nos ancêtres par une sorte de fidélité inconsciente. Et en fait, connaître ces drames enfouis, ces très vieilles histoires qu'on ne connaît souvent pas, permet de mieux se comprendre soi-même. Et donc dans ce livre, j'ai voulu partir à la découverte finalement de tous ces fantômes qui m'habitaient et qui habitaient mon père, et leur offrir finalement ce tombeau de papier où ils puissent enfin dormir en paix. C'est un peu un jeu de miroir, parce que chaque génération essaye de comprendre la précédente, c'est-à-dire que Emmanuel, votre père, a cherché à comprendre qui était son grand-père, vous-même vous cherchez à comprendre qui est votre père, et vous dites à un moment, j'ai beau le trouver épouvantable, je n'ai qu'une envie, c'est de lui ressembler. Alors il faut dire que mon père est un personnage assez inouï, parce que c'est cet homme qui avait été un homme d'affaires flamboyant, un séducteur invétéré. Vous racontez un peu toutes ces phrases. Oui, bien sûr, qui avait voyagé de par le monde, qui avait connu un peu tout le monde, etc. Se retrouve à la fin de sa vie bloqué dans sa petite chambre, les yeux dans le vague parce qu'il a perdu la vue, avec son gilet troué. Et pourtant, il gardait une énergie et une force de vie incroyable. C'est vraiment un personnage à Don Quichotte. Il était persuadé qu'il allait se refaire, que tout allait recommencer comme avant. Et donc, forcément, c'est un livre évidemment sur la transmission, sur ce qu'on garde de nos parents, sur le fait, vous savez, c'est la fameuse phrase d'Oscar Wilde. Au début, on commence à aimer ses parents, ensuite on les déteste, et à la fin, peut-être, on leur pardonne. Et donc, c'est vraiment un livre là-dessus, sur finalement qu'est-ce qu'on garde de nos parents à la fin. Et malgré tous ces défauts, malgré toutes ces frasques, malgré tous ces secrets que je vais découvrir, voilà, c'est un livre d'amour où je raconte ce que mon père m'a transmis. C'est un livre de transmission, c'est un livre aussi sur la filiation, c'est un livre aussi sur la paternité, parce que vous racontez aussi un peu de votre vie également dans ce récit. Pourquoi cette envie de se dévoiler? Parce que finalement l'histoire semble assez universelle. Vous aviez envie de transmettre ce message pour que chacun puisse y coller sa propre histoire? Oui, sans doute. Je cherche forcément à être universel, c'est-à-dire à partir de ma propre histoire personnelle, faire résonner cette histoire pour tout le monde. Mais c'est encore, comme vous l'avez souligné, un récit littéraire. D'ailleurs, il s'inscrit vraiment dans la lignée de La Grâce. C'est un récit familial où j'essaye d'être le plus vrai et le plus sincère possible. J'essaye d'écrire à cœur ouvert, si j'ose dire.
Et c'est vraiment quelque chose qui est né au moment de l'écriture de La Grâce. Je vous raconte une anecdote très rapide. Parce qu'à l'époque de l'écriture de La Grâce, je vivais en Argentine, pays dont ma femme est originaire. Et j'allais souvent pour écrire dans la maison de sa grand-mère qui était dans la Pampa. Je partais seul. Et un jour, il y a eu une panne d'électricité. Et une panne d'électricité dans la Pampa, c'est pas un compteur Linky sur lequel vous appuyez, c'est pas un fusible que vous remplacez. Ça dure 15 jours, vous êtes dans le noir, quoi. Et donc là, j'ai dû abandonner l'ordinateur et me remettre à écrire à la main, à la lueur des bougies. Et là, soudain, en découvrant mes mots à nouveau sur le papier, j'ai compris que je ne pouvais plus mentir, je ne pouvais plus me cacher ou tâcher d'enjoliver comme on le fait souvent en littérature. Je devais être le plus sincère et le plus vrai possible, parce qu'en fait, souvent, sur un écran d'ordinateur, les mots sont les mêmes pour tous. C'est la même typographie, c'est les mêmes lettres. Ça ne nous engage pas de la même manière que quand on écrit sur papier, ou d'une certaine façon, c'est sa propre âme qu'on dessine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit à nouveau cœur, à la main, avec le même souci d'incarnation, de sensibilité, de vérité. Vous avez l'impression que ce roman vous a fait du bien pour vous-même et dans votre relation aussi familiale? C'était un livre qu'il fallait écrire? Oui, tout à fait. Je pense que je l'ai fait aussi pour mes enfants, pour mon fils qui est très présent dans le livre, pour ma fille aussi, ma femme. D'ailleurs, j'ai trouvé le titre avec mon fils, donc, le livre se clôt avec lui. Donc forcément, je peux le dire parce qu'on comprend, c'est aussi un livre qui m'a permis de faire le deuil de mon père et d'être présent en esprit et en littérature avec lui. Et c'est vrai que c'est très étonnant parce que quand on écrit les choses, c'est Annie Ernaux qui dit ça souvent, elles paraissent plus vraies enfin, elles n'existent seulement que quand elles sont écrites. Et finalement, toute cette histoire, le fait de l'écrire, j'ai senti qu'elle était, qu'elle était vraie, que c'est ce qui était arrivé, et j'ai mieux compris mon père, ma famille, et j'espère que mes enfants comprendront mieux d'où ils viennent. Alors certes, il n'est pas précisé roman sur la couverture, mais le récit est virevoltant avec ce personnage fantasque. C'est presque un personnage de roman. Et puis vous avez quand même aussi choisi un style, une écriture qui nous emporte. Donc finalement, ça veut dire que toute vie est un roman? Toute vie est un roman, on peut décider de la vivre comme un roman, mais ce qui m'intéresse toujours dans mes livres, c'est de partir du matériau du réel, toujours, c'est-à-dire que tous les faits qui sont racontés dans ce livre sont vrais, sont établis, mais de les raconter de manière romanesque, c'est-à-dire que je pense que tout le monde se raconte sa propre vie. À partir du chaos dans lequel on vit de nos existences, on crée tous un récit de soi-même. Donc forcément, là, c'est raconté à la manière d'un roman, c'est haletant, même si, encore une fois, tout est ancré dans le réel, parce que le réel est souvent plus inspirant, même que certaines fictions, je trouve. Et dans un monde où le virtuel règne de plus en plus en maître, on est de plus en plus perdu par les fausses informations, le fait de on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Dire, voilà, ceci est mon cœur, ceci est mon âme, ceci s'est passé, c'est très important pour moi. Ce livre est un bel hommage filial. Vous écrivez à un moment dans le livre « Tout ce qui reste aujourd'hui est sa chevalière en or. À sa mort, je ne garderai rien de lui, sauf ce livre où, en me penchant, peut-être, j'entendrai son cœur battre encore un peu. » Ça s'appelle Cœur, c'est votre actualité, Thibault de Montaigu. Merci beaucoup. Merci à vous.